Bien, on arrive au dernier temps de notre journée et effectivement l'intervention précédente par Mme Lestienne a bien fait le tour de toutes les ressources, de tous les champs en fait, à explorer pour la prévention individuelle et collective. Et là, dans cette table ronde, ce qu'on vous propose en fait, c'est de faire un tour sur les ressources qui existent au niveau de notre région. Donc certaines ont déjà été identifiées ce matin, mais on va revenir dessus durant cette heure et quart. Donc moi j'ai grand plaisir de vous présenter en fait en premier lieu Solène Cléré, qui est père facilitatrice du dispositif Alinéa. T'interviens en groupe de soutien et aussi au comité de pilotage. Et vous allez avec Mélanie Coquelin qui est à côté de toi, qui est la responsable du dispositif Alinéa, donc un dispositif d'accompagnement des personnes endeuillées par suicide à la Fondation Bon Sauveur de Bégard. Donc je crois que c'est unique en France, hein, comme tu me l'as déjà partagé. Donc vous interviendrez un peu en duo, enfin en tout cas comme on a fait dans la préparation en fait. Et après, j'ai le plaisir de vous présenter en fait Bénédicte Le Borgne, qui est psychologue clinicienne, qui a un poste permanent à la cellule d'urgence médico-psychologique 35. Alors, personne ne sait ce que c'est, mais si je vous dis CUP, vous allez tout de suite savoir ce que c'est. Sa voisine, c'est donc une psychiatre, Bérénice Doyer, qui est à temps partiel au CHU de Rennes, et sur l'autre temps, tu es la responsable de l'antenne rennaise du centre régional du psychotraumatisme. Et enfin, Nadine Frankel, qui est présidente bénévole, tu as beaucoup insisté dans la préparation, et formatrice donc, à une association qui s'appelle Échange et Partage Deuil, Deuil Jeunesse. Donc voilà. Ce que je vous propose pour commencer, alors bien sûr, on pourrait tout à fait rebondir sur les propos qui ont été dits juste avant, c'est peut-être resituer la fameuse instruction dont on a parlé plusieurs fois au cours de la journée, qui met l'accent en fait sur deux aspects particulièrement importants pour nous. D'une part, la relative méconnaissance de la diversité des acteurs territoriaux, notamment, ça sera le cas en Bretagne, vous nous expliquerez tout ça. Et puis, je pense qu'on en a pas mal discuté lors de la réunion de préparation, de la faible lisibilité de vos articulations en fait, entre dispositifs de recours. Donc je vous laisse vous présenter plus simplement, puis rebondir sur ce qui a été dit avant, puis moi je poserai les questions au fur et à mesure. Ça vous va? On est parti. Il faut que tu appuies ici. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation à cette journée. Donc avec Solène, nous représentons aujourd'hui le dispositif Alinéa. Alinéa qui est un dispositif d'accompagnement des proches endeuillés par suicide. À la Fondation Bon Sauveur de Bégard, la Fondation Bon Sauveur qui est un centre hospitalier spécialisé en santé mentale et qui déploie depuis une vingtaine d'années maintenant une stratégie territoriale d'action face au suicide, qui rejoint en fait la stratégie nationale qui a été évoquée ce matin, mais donc sur le territoire de la Fondation Bon Sauveur, à savoir l'ouest des Côtes-d'Armor. Et donc il y a près de 8 ans maintenant, nous nous sommes lancés dans une aventure qui est de penser une ressource territoriale pour les proches endeuillés par suicide, à l'issue d'un constat qui est l'absence de ressources professionnelles spécialisées dans le deuil après suicide sur notre territoire. Alors nous sommes partis justement de tout ce que Laurel a pu évoquer tout à l'heure, à savoir donc de tout ce qui s'imprègne de la littérature scientifique sur la question du deuil après suicide, donc la question des particularités qui pourraient évoluer vers des complications, et des complications qui ont cette particularité qui est de générer un faible accès à la demande d'aide des proches endeuillés par suicide. Et donc c'est face à cette complexité-là, cette difficulté-là rencontrée par les proches endeuillés, que nous sommes lancés dans une aventure particulière qui a été de penser un dispositif adapté, sur mesure, aux proches endeuillés par suicide, au regard de ce risque de complication-là,
Et donc nous avons choisi de penser un dispositif à partir d'une méthodologie de co-construction, de co-conception, c'est-à-dire de construire un protocole d'accompagnement des proches endeuillés par suicide en incluant toutes les personnes qui sur notre territoire étaient déjà impliquées dans cette dynamique-là, à savoir les associations locales, d'écoute et d'aide du deuil, également donc les services funéraires, également les forces de l'ordre, et donc il en est né le dispositif Alinéa qui accompagne donc précocement et proactivement les proches endeuillés grâce à une dynamique extrêmement collaborative avec les forces de l'ordre. Ce qui nous amène, donc je fais à nouveau écho à ce que disait Lorraine tout à l'heure, puisqu'il y a un élément que je trouve extrêmement important, c'est d'avoir en tête que le risque suicidaire chez les proches endeuillés par suicide est le plus important dans les 3 premiers mois qui suivent le décès. Donc l'enjeu est vraiment très fort de pouvoir permettre justement aux proches d'avoir une ressource adaptée très tôt. Et donc il en est né donc un dispositif précoce donc, qui intervient dans les 15 premiers jours, proactivement en allant vers, et je décrirai tout à l'heure peut-être les valeurs qui sous-tendent et les précautions qui sous-tendent cette précocité, cette proactivité. Merci. Alors, dans l'échange tout à l'heure, on a beaucoup insisté sur la place des associations, mais aussi la place des pairs. Donc je ne sais pas si tu veux compléter ce que vient de dire Mélanie. Et ben en fait, le dispositif Alinéa, dans sa démarche de co-construction, a aussi souhaité intégrer à son dispositif des représentations de bénéficiaires dont je fais partie. Et donc c'est comme ça que j'ai pris une activité de volontaire, de père facilitatrice. En fait, mon rôle, j'ai 2 casquettes, on va dire, j'ai un rôle de co-animation d'un groupe de soutien dans lequel je vais traduire la parole de Mélanie ou d'un professionnel avec mon vécu, mon expérience. Et j'ai l'autre casquette d'avoir intégré le comité de pilotage dans lequel je représente les bénéficiaires et dans lequel j'ai un rôle de consultation, d'avis dans les choses qui sont mises en place. Est-ce que tu animes aussi un groupe de parole ou est-ce que tu accompagnes de façon individuelle aussi les personnes? Alors non, je n'accompagne pas à titre individuel des groupes de personnes. Il y a des groupes qui sont constitués. Il y a eu un groupe à caractère expérimental et normalement ça va être reconduit. Dans lequel c'était un petit groupe, donc c'est toujours en binôme avec un professionnel. Ça a été choisi comme ça parce qu'il y a eu une enquête auprès des bénéficiaires d'Alinéa pour lequel ils ont fait la demande d'un professionnel, oui, mais accompagné d'un père aidant. Mais à titre individuel, non, je n'accompagne pas les personnes. D'accord, ça aussi, ça a été réfléchi, votre intervention en binôme. Et comme tu n'accompagnes pas, c'est pour ça que tu dis père facilitatrice plutôt que père aidant. Exactement, c'est ça. Merci, on pourra revenir dessus. Donc, un autre dispositif intervient plus on va dire dans les premiers moments, c'est les cubes. Alors, c'est pas le même territoire, donc il y a des spécificités de cubes, mais tu peux peut-être nous dire comment ça pourrait s'articuler ou comment tu t'articules peut-être avec des associations. Oui, donc les cubes, il y en a une par département qui est toujours rattachée au SAMU. Dans chaque département, il y a une cube. Donc les cellules d'urgence médico-psychologique, l'idée c'est de pouvoir intervenir précocement sur des situations dramatiques et où il va y avoir des décès avec potentiellement beaucoup de victimes. Alors ça c'est la théorie et c'est ce sur quoi on va intervenir, c'est pour délester le réseau de l'urgence somatique, de l'urgence psychique. Et donc, on va intervenir sur ces grandes situations-là. De manière plus quotidienne, il peut y avoir aussi des décès où il y a beaucoup de personnes témoins. Et c'est là qu'on va intervenir dans le cadre de suicide, où nous allons pouvoir du coup avoir, par le biais du SAMU, ces informations. Il y a eu un suicide en établissement et donc où plusieurs personnes ont été témoins et nous allons pouvoir avoir un rôle de régulation auprès de l'institution. Donc on va déjà prendre des infos, essayer de comprendre la situation, essayer d'identifier les personnes qui ont été exposées directement, les personnes qui sont
endeuillés mais pas exposés directement, donc qui n'ont pas les mêmes risques aussi que les personnes qui ont été directement confrontées. Donc j'entends visuellement, voilà, avec vraiment des images, etc. Donc l'idée, ce serait de prévenir les risques de troubles de stress post-traumatique. Alors, bien sûr, voilà, c'est de la prévention, donc ça ne veut pas dire que ça va empêcher totalement, mais on va vraiment avoir un rôle au niveau de l'institution pour aider l'institutionnel à penser la crise, identifier les ressources dont il dispose et lui permettre de pouvoir enfin, nous on va faire aussi de la prévention, on va informer pour que les personnes qui ont été exposées puissent être orientées rapidement. Voilà, donc on a ce rôle-là au niveau de la régulation, au niveau de l'institution. On va avoir aussi un grand rôle au niveau de téléphonique. On va être beaucoup au téléphone avec ces personnes-là, puis ensuite pour intervenir sur place si nécessaire en fonction de la situation. Et on va pouvoir aussi avoir un rôle par la suite de consultation si certaines personnes sont identifiées en difficulté. On va pouvoir recevoir certaines personnes en consultation individuelle. Ou alors, moi je suis formée à l'EMDR, je suis psychologue, j'ai d'autres collègues qui sont formés également à l'EMDR. On est quelques-unes dans notre équipe, une petite équipe. Donc voilà, on a deux activités. On a d'abord un rôle au niveau collectif et un rôle au niveau individuel, parfois dans certaines situations. Je ne sais pas si je suis claire, si je peux ajouter quelque chose ou pas. Dans un premier temps, je pense que c'est bien. Avec donc sur ce rôle collectif, un rôle de soutien, d'accompagnement des institutions. On a vu tout à l'heure que ça pouvait être une grande désorganisation, donc c'est ça. Et puis deuxièmement, une intervention auprès d'un collectif de personnes justement qui ont été soumis à un événement qui peut être un suicide dans un établissement, par exemple. Donc, c'est vraiment ce qu'a présenté du coup le docteur Estienne juste avant, c'est beaucoup ce qu'on va faire nous, voilà, en intervention, tout ce qu'elle décrivait en tout cas pour aider à réguler en tout cas les situations de crise en fait. Donc on intervient vraiment dans les premiers temps. Dans les 24-48 heures, parfois jusqu'à un mois, c'est vraiment voilà, dans les tout premiers temps. Et après, on va réorganiser sur le territoire et donc travailler avec les associations, éventuellement avec le soin courant, les CMP. Voilà, on va orienter pour favoriser la continuité des soins aussi. Très bien. Merci de m'avoir lancé la balle sur les associations. Effectivement, vous parliez à une co-construction. Derrière la co-construction, il y a la notion de partenariat en fait. Donc là, je te passe la parole, Nadine. Donc c'est encore un troisième territoire. Hein. Là, on arrive dans le Morbihan. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ce qui vient d'être dit, sur ces dispositifs donc très local, mais voilà, tu travailles sans doute avec des centres hospitaliers, et puis ce dispositif départemental, tu peux nous dire comment tu arrives à travailler, et puis ce que vous faites en plus dans ton association, bien sûr. Merci. Merci à tous en tout cas de nous inviter et voilà, tu appuyais sur le mot bénévole. En tout cas, c'est pas du tout faire une opposition, mais au contraire une complémentarité et donner la parole à plein de personnes qui sont engagées dans les associations. Donc moi je représente cette association Échange et Partage Deuil de Jeunesse. L'échange Partage Deuil existe depuis 20 ans, on fait l'accompagnement de familles endeuillées, d'adultes endeuillés. Voilà, c'était créé par une professionnelle comme vous, qui s'appelle Yann Conan, dont le fils unique est décédé. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien du tout ce territoire, elle est à Saint-Nazaire, et elle a créé cette association. J'ai envie de lui rendre, pas hommage, mais enfin de dire que voilà, comment naissent les choses, c'est quand même important, parce que ça dit des choses de la société. D'une expérience, voilà. Et depuis 10 ans, donc, on a un nom à rallonge, qui s'appelle Deuil Jeunesse. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par les jeunes, donc nous, c'est la seule antenne qui est ouverte en France, qui s'appelle Deuil Jeunesse, dans la Maison Belle de Québec. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment, il y a énormément d'outils. Donc nous, l'association, va accompagner donc suite à des deuils, tout type de deuil, quelles qu'en soient les circonstances et à quelque distance que ce soit du décès, des familles. On a des groupes dès 3 ans jusqu'aux seniors. On croise ça. Et ce que je vais appuyer par rapport aux échanges qu'il y a eu un petit peu jusqu'à maintenant, nous, dans nos groupes, on va accompagner tout type de deuil. Et finalement, je mesure, c'était important pour moi, et là, en
réécoutant tout ce qui a été dit, et le docteur Lestienne qui a fait, enfin, tout a été intéressant, mais moi qui fais l'accompagnement en deuil, je veux dire ce qu'elle a pu dire, je suis 100% en accord, hein, je veux dire, c'est presque rassurant pour nous aussi, de se dire qu'on est en tout cas dans une même façon de voir les choses. Et dans nos groupes, finalement, on a tout type de deuil, et je trouve ça intéressant, parce que du coup, les endeuillés suite à un suicide, des fois, on a bien vu un aspect stigmatisation, et quand il y a un regard de père, là, qui met au même degré la souffrance avec l'unicité de chacun, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, ça me semble intéressant finalement qu'on ne les soit pas à part, quoi. C'est un deuil comme un autre, avec des spécificités, comme un décès d'un enfant a ses spécificités. Donc voilà, nous, comment l'association, on fonctionne, beaucoup de groupes mensuels, beaucoup de voilà, tout ça. Et puis dans un deuxième temps, je pourrais dire aussi, parce que ce que je trouve intéressant dans cette journée, c'est vraiment le contact avec vous, les professionnels, et voir comment nous, on travaille énormément avec les professionnels, que je forme aussi. Voilà, je sais pas. Dans un deuxième temps, je pense que tu peux y aller dans le premier temps. Ouais. Comment tu travailles avec les professionnels justement par rapport à ce qui était dit avant. D'accord, ouais. Donc du coup, je me disais qu'Eliane avait créé cette association. Eliane était infirmière psy. Et donc, elle s'est rendue compte, elle après, que c'était important pour elle que finalement, les professionnels de santé, on était à l'EPSM de Saint-Avé, pour te dire, ici, il y a des personnes qui sont de l'EPSM. Donc, elle a eu ce projet donc, de former les professionnels de santé en travaillant avec ce collectif aussi, en disant derrière, c'est pas le tout, moi je vais bien former, mais je veux derrière pouvoir superviser. Parce que ce qui nous semble important, c'est ça. Et ça, c'est né en tout cas dans le Morbihan, donc il y a un peu pas longtemps, je pense maintenant. Et du coup, en tant que formatrice, donc, je continue à former aussi. Donc ici, il y a des professionnels de santé donc, qui sont formés par nous, par moi en l'occurrence, que je supervise tous les mois. Et je veux dire, ça c'est une chance énorme, quoi, parce qu'on a d'ailleurs des familles, on en a parlé en supervision vendredi dernier, des familles, les enfants vont venir vers nous parce que nous on a des outils vraiment très adaptés et on a des groupes de soutien adaptés au deuil, qui n'y a pas obligatoirement dans ces institutions, il y a plus de l'individuel. Donc nous on va faire de l'individuel, mais notre temps fort, on va vraiment aller sur le collectif, parce que c'est ce qu'il y a moins dans les autres structures. Et c'est en ça où je trouve que c'est vraiment important qu'on soit très très complémentaires. Je donne aussi, voilà, on fait des interventions, là, des demandes d'ANISAT. On est allé suite à un suicide, hein, je ne sais pas, un patient, c'est comment dire, je sais pas, un résident. Et puis ils étaient un petit peu en difficulté. Il y a une psychologue, hein, très bonne psychologue, qui est moins habile avec le deuil. Et donc nous, on intervient, on fait un groupe, on travaille avec eux avant. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va faire avec des APF aussi, suite à décès aussi de personnel, et puis un suicide aussi là d'un patient, et qui avait besoin eux aussi finalement d'avoir une possibilité de déposer des choses, du coup en tant que professionnel. Et donc nous, là, on leur a proposé une intervention et après des supervisions. Nous, dans l'association, je pense que c'est important que je le nomme, donc on est soutenu par l'ARS, tant pour la post-vention, puisqu'on intervient après les décès, et du coup dans la prévention, puisque en accompagnant, on espère que la santé mentale sera moins impactée. Et nous-mêmes, dans l'association, nous avons une obligation de supervision et de supervision individuelle par des psychologues, et aussi d'échange de pratiques et de supervision globale. Ça, je trouve que c'est essentiel, et c'est ce qu'on vit avec les professionnels. Voilà. Merci Nadine. On reviendra sur les liens avec la CUP peut-être dans un deuxième temps. C'est pas la même CUP, mais bon, je crois qu'en fin de Renault ça peut marcher, mais je ne sais plus ce que vous m'avez dit. Du coup, Bérénice aussi, là on parle d'un autre territoire en fait, même s'il y a des antennes, donc on arrive quand même à l'échelon départemental, mais ta structure c'est plutôt au niveau régional. Donc est-ce que tu peux nous en dire un mot par rapport à tout ce qui s'est dit là, qui nous a partagé dans la préparation que la Suisse n'était pas forcément le sujet sur lequel vous étiez le plus sollicité, mais que tu faisais des liens forts en fait avec qui avaient sans doute des points à développer. Je te laisse. Oui, donc moi je viens ici en tant que représentante du CRPD. Donc les CRP c'est des centres régionaux de psychotraumatisme, et donc on a ajouté D pour Bretagne. Nous on est sur tout le département breton avec 2 antennes. Donc Rennes va s'occuper des départements 35 et 56, et puis l'antenne de Brest du 22 et du 29. Nous on ne va pas intervenir dans la même temporalité par rapport à mes collègues, on ne va pas intervenir dans l'aigu, puisque nous on intervient, la mission des CRP c'est la prise en charge de l'état de stress post-traumatique.
Et comme l'a dit tout à l'heure la collègue lyonnaise, c'est un risque. Quand il y a eu comme ça une confrontation à une mort violente, parfois il peut persister des symptômes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de reviviscence, d'évitement de situation, des troubles de l'humeur et de l'hypervigilance. Et donc les CRP ont été créés pour prendre en charge à ce moment-là ces patients-là. Donc on va pas être sur du soin de recours, donc on va peut-être être en appui sur des situations un peu plus complexes, et donc on va être pas par adressage direct. C'est aussi important que je puisse peut-être expliquer comment vous pouvez venir vers nous. On va être par des adressages par des professionnels de soins qui ont déjà pris en charge le patient et qui sont peut-être dans la limite de ce qu'ils ont réussi à faire pour traiter cet état de stress post-traumatique. Donc on va proposer aux patients de les recevoir pour faire un bilan un peu plus complet, avec donc des formations un peu plus spécifiques au trauma et éventuellement du soin. Ça, c'est une partie de nos missions, parce qu'on a aussi une mission de formation. On peut être court pour vous. On propose chaque année plusieurs formations sur nos territoires. On se déplace nous, à Rennes aussi, dans le 56, des formations de journée pour mieux comprendre ce que c'est que le diagnostic de l'état de stress post-traumatique, comment le repérer, comment le prendre en charge, et puis avec une formation un peu autour des outils de stabilisation émotionnelle pour, avant d'aller vers la psychothérapie centrée trauma d'exposition, aider le patient à augmenter ses ressources un peu d'adaptation par rapport à son instabilité émotionnelle. Voilà un petit peu déjà les éléments d'éclairage que je peux donner sur les CRP. Sur le premier point, ce que tu voulais dire, c'est que vous arrivez en complément des soins courants. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que l'adressage va se faire normal. Enfin voilà, il faut aussi qu'il y ait déjà eu une prise en charge un peu par un psychologue ou par un psychiatre, et puis qu'on ne va pas venir nous à la place d'eux. On va être en appui, complémentaire, mais la personne va continuer son soin courant. Vous n'allez pas arrêter de suivre votre patient, sinon on va être sur des prises en charge ciblées, sur un temps court à moyen court, et la prise en charge, des fois, comme on a des situations complexes avec beaucoup de comorbidités, donc les patients vont avoir besoin d'avoir encore du soin courant pendant et après. Merci. Alors à ce stade, je ne sais pas si, parce que là l'objectif c'est que vous puissiez dialoguer, poser toutes les questions qui vous paraissent importantes avec ces 5 personnes qui représentent des ressources pour vous. Donc à ce stade, est-ce que vous-même, vous avez déjà des questions ou des commentaires du genre, je ne sais pas, vous avez essayé mais ça ne marche pas en fait, ou au contraire, est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires pour les solliciter? Je vous laisse le temps de réfléchir. Oui, bien sûr. Je vais ajouter aussi quelque chose, c'est qu'on peut aussi nous être source, on a une mission aussi de cartographie du territoire, donc d'identifier les personnes ou les centres qui sont formés au psychotraumatisme. Et donc, si à un moment vous avez aussi besoin de notre aide pour identifier autour de vous qui peut prendre en charge le patient parce que vous-même vous n'êtes pas formé, vous pouvez aussi nous solliciter. On a un secrétariat, une adresse mail, on peut aussi être ressource pour ça. Toujours pas de demande de prise de parole? Moi, ce qui m'intéresserait bien, du coup, vous disiez comment est-ce qu'on peut vous solliciter. Mélanie, tu parlais aussi des valeurs qui portent, justement. Je pense que c'est un peu en lien avec ça aussi que je pense que c'est cette question de la sollicitation. Et puis aussi comment peut-être vous travaillez ensemble, en fait. Voilà, je sais que vous êtes dans les mêmes locaux. Nadine, tu disais que tu travaillais beaucoup avec la CUM 56. Ça m'intéresse bien d'avoir vos retours sur ça, sur d'abord comment des professionnels, par exemple, qui sont dans la salle, qui soient un établissement de soins ou un établissement médico-social peuvent vous solliciter, ou en dehors des établissements d'ailleurs. Puis comment vous articulez, qu'est-ce qui vous porte dans vos structures? On voit bien dans notre tour de table qu'il y a cette question en effet de la temporalité. On s'est un petit peu organisé comme ça, de l'accompagnement dans les premiers temps, puis dans les premiers mois, dans les premières années. Donc il y a vraiment la question en effet de la temporalité, la question en effet aussi des besoins parfois pluriels et séquencés dans le temps, ou pluriels en même temps pour la population que nous accompagnons. Donc nous, au niveau d'Alinéa, si je peux continuer de préciser, donc en fait on est un dispositif qui est un dispositif de veille et également d'accompagnement. Donc
décrit comme ça en fait notre activité. Pour ce qui concerne la veille, on appelle ça une veille psychosociale, c'est-à-dire que donc, nous allons au contact des personnes, des proches endeuillés par suicide. Donc, comme je le disais, grâce à l'activation de cette veille par les forces de l'ordre qui interviennent sur les scènes de décès par suicide. Et donc, ça nous permet justement d'entrer dans les 15 premiers jours qui suivent l'événement et donc de pouvoir, comme nous aimons bien le dire, évoquer, prendre des nouvelles des personnes. C'est très important pour nous en termes de posture et aussi en termes de valeur, de pouvoir expliquer que nous prenons des nouvelles dans le sens où être endeuillé dans un premier temps, c'est s'inscrire dans un processus particulier de la vie où nous avons à faire face justement à une perte d'un être cher dans cette circonstance-là, dans cette dimension violente, à risque justement de complications. Et en termes de valeur, ce qui est extrêmement important dans notre service et qui se construit d'ailleurs sur un principe très précieux pour nous, qui est la notion d'universalisme proportionné en santé. C'est-à-dire que dans cette dynamique-là, ça nous permet d'entrer en contact avec presque l'intégralité des personnes qui sont endeuillées par suicide sur notre territoire, mais de très rapidement aussi proportionner l'offre d'aide, avant même de parler d'offre de soins, que l'on va leur proposer. C'est-à-dire que l'enjeu, les valeurs qui sous-tendent cela justement, c'est une question d'équité, de justice sociale, également de solidarité, où donc dans un premier temps c'est bien une veille psychosociale, c'est-à-dire de s'assurer de comment se portent les personnes, comment se portent les familles, comment les démarches opèrent, et avoir un tel dispositif précoce et proactif nous permet aussi justement de réorienter vers les associations. Si on observe que très tôt en fait les personnes ont le besoin d'avoir un regard de père, un regard de proches qui sont déjà traversés justement dans cette épreuve-là, également de leur proposer des ressources, d'un point de vue parfois littéraire, d'un point de vue documentaire. Donc vous voyez, dans un premier temps, c'est une aide qui se fait vraiment au téléphone. Si je peux me permettre, Mélanie, du coup, ça fait écho à ce qu'on s'est dit ce matin. Votre souci, votre objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins, de l'accès aux soins réels, comme a dit Corentin Gulli ce matin, ou de Broca, sur le fait de répondre à des besoins. Donc, c'est le principe d'équité, tu viens de le dire. Donc, ça revient ça. L'universalisme proportionné, c'est une autre manière de dire ça. Exactement. Universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on est en effet dans un contact qui est quasi systématique, c'est-à-dire que nous entrons au contact de 83% des personnes qui sont endeuillées sur le territoire. Et donc, c'est vrai que c'est systématique, donc ça veut dire, oui, mais tout le monde n'a pas besoin. Oui, en effet, tout le monde n'a pas nécessairement besoin. Il n'a peut-être pas besoin tout de suite, mais il aura peut-être besoin dans 6 mois. Il n'aura peut-être pas besoin lui, mais peut-être que son enfant, peut-être que son parent aura besoin. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir justement présenter une aide qui soit disponible, être aussi quelque part une plateforme d'information. Et c'est là que c'est très précieux, j'aime bien justement ce que notre table ronde représente, c'est-à-dire que nous avons aussi à cœur aussi de pouvoir présenter des aides qui sont disponibles, aussi de donner de l'information. Lorraine a évoqué la notion de psychoéducation dans les premiers jours, c'est tellement important. Et par rapport à cette dimension de veille, justement, de précocité, nous avons une autre partie de notre activité qui concerne les deuils plus anciens, où les personnes peuvent d'elles-mêmes, cette fois-ci, prendre contact avec nous pour bénéficier d'aides, qu'elles soient donc individuelles, conjugales, familiales, et nous proposons également, je regarde mes collègues, de l'EMDR, de l'EMD, dans le sens où l'enjeu c'est aussi de pouvoir, je prends la notion de ventilation émotionnelle, aussi de pouvoir désamorcer une charge émotionnelle qui est extrêmement grande. Si je peux rebondir aussi, et c'est important de pouvoir le verbaliser comme ça. Nous, on ne va pas faire du travail, on va pas travailler le deuil, on va permettre éventuellement aux personnes de pouvoir rentrer dans un processus de deuil. Parce que certaines personnes, et on l'a dit, la temporalité est hyper importante, ne vont pas pouvoir tout de suite rentrer dans un processus de deuil qui va être peut-être plus équilibré, plus naturel, ou en tout cas, la personne ne va pas être en mesure de rentrer dans ce processus, et donc c'est aussi l'EMD ou l'EMDR, en tout cas toutes les techniques un peu centrées trauma ou la stabilisation émotionnelle, comme a dit Bérénice,
ça va permettre aussi à la personne de pouvoir commencer à avancer un travail, commencer à rentrer dans son processus de deuil. On va être là aussi dans les premiers moments, et donc là, c'est ce que je vois aussi par rapport à votre dispositif, c'est cette dimension d'aller vers, en fait. Nous, on appelle ça comme ça, aller vers, plutôt que de veille, en fait, où on va aussi aider la personne à penser, parce qu'on sait bien que dans les premiers temps, il y a un état de stress intense, on parle de stress dépassé dans les premiers temps, de stress aigu, où il est difficile pour la personne de se concentrer, de savoir quoi faire, de savoir comment s'orienter. Donc on va aider les personnes à pouvoir leur proposer des étapes ou les aider à penser sur ce qui est possible. Et donc une fois que ce processus, en tout cas qu'on sent que la personne est suffisamment stabilisée, on va pouvoir en effet orienter vers des personnes qui vont peut-être pouvoir les accompagner dans leur deuil, et notamment les associations. Donc là, ça va être plus intéressant pour eux de pouvoir rencontrer, de pouvoir profiter des groupes, en fait, là où ils seraient pas prêts avant. Et pour certains, du coup, le trouble de stress post-traumatique va s'installer malgré la prévention, etc. Et donc, on va aller plutôt, en effet, vers des personnes qui vont pouvoir travailler spécifiquement, des centres experts notamment, les CRP. Voilà, donc on est complémentaires. Ça va dans les deux sens, quoi, en fait, c'est ça que tu veux dire. Ça va dans les deux sens, je vais y arriver. Tu peux t'adresser aux différents types de ressources, d'où tu es, quoi, en fait. Mani, tu voulais... Oui, je voulais rebondir parce que du coup, nous on ne va pas vers. On ne va pas vers, puisqu'on n'est pas un organisme comme le vôtre, mais on est une association d'accompagnement au deuil. Donc les gens viennent vers nous, ou les gens viennent vers nous parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'ils sont adressés. Donc ils viennent vers nous des fois très vite, des fois ils nous appellent avant le décès, pas si c'est un suicide évidemment, puisque là, c'était pas attendu, le suicide en général, mais des fois ils viennent du coup très vite vers nous. Et là, du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que, je rebondis complètement sur ce que tu disais, les personnes, donc quelqu'un d'important, l'être cher est décédé, ils ne se sentent pas en deuil encore, c'est la société qui dit qu'ils sont en deuil, ils ne sont pas encore dans les émotions réelles du deuil. Donc des fois, on les reçoit très tôt, donc on les reçoit toujours, je regarde Corentin, on reçoit, on va recevoir, on va faire une rencontre familiale, des fois ils nous sont envoyés par d'autres personnes, mais on va les recevoir et on va prendre le temps. D'ailleurs, là, on va recevoir le récit et puis on va voir après. Et nous, on n'est pas formés au stress, enfin, on est formés au repérage avec les suicidaires, on est formés aussi au post-trauma, mais je pense qu'il va falloir une formation complémentaire, c'est intéressant. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça l'importance de s'interconnecter, c'est que nous, on ne va pas aller proposer un accompagnement à quelqu'un dans le deuil si on sent que là, il a découvert le corps, il y a du trauma, il y a tout ça. Par contre, comme on connaît les professionnels de notre secteur, on va orienter. Et on ne va pas perdre de lien. Et c'est ça, c'est qu'une fois que ça va être un petit peu déposé, nous, on va pouvoir, en tout cas, proposer l'accompagnement. Puis ça peut être dans une famille, un membre qui va avoir besoin de ça, d'autres qui vont venir dans un groupe, des enfants dans une fratrie, certains auront besoin, d'autres pas. La temporalité, je pense que dans les premiers temps, c'est ça qui est important, c'est en tout cas de donner aussi de rassurer, enfin pas de rassurer, mais de donner un tout petit peu d'informations aux personnes, de normaliser ce qu'ils vivent et de rester présent pour accueillir tout ce qui va se mettre en place au fil du mois. Et tu peux être sollicité par des professionnels, et par exemple avec l'équivalent de la CULT. Alors la CULT, c'est pas nous qui allons être sollicités de suite avec les professionnels de santé, plutôt de EPSL et tout ça, mais comme on est très en lien, en tout cas, on sait ce qui se passe, et puis ils savent que nous, on existe en tant qu'association. Donc, il y a des gens qui viennent par ce biais-là, la CULT, ou par les professionnels de santé, infirmiers, psychologues et tout ça. Et ce qui peut être intéressant, je trouve, c'est aussi de voir qu'ils peuvent... On a une situation dernièrement de famille, décès de l'aîné de la fratrie, 2 autres enfants, les parents. La jeune fille qui est décédée a vu un parcours de suivi, donc une famille en difficulté, explosée. Et du coup, on voit bien l'importance que certains membres vont être suivis par le DCP, le CPEA. Néanmoins, parallèlement, avoir du groupe va être intéressant. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je pense qui est important, c'est à partir du moment où on est à notre place. Nous, dans l'association, nous faisons du deuil. Nous ne sommes pas des psychologues, nous n'allons pas aller sur les autres terrains.
donc avec les maisons des ados, avec tout ça. On est repéré comme ça, nous on va aller dans le domaine du deuil, et s'il y a d'autres choses à travailler, à gérer, eh bien ça va être fait ailleurs. On pète plein d'oreilles, hein. Le principal c'est qu'on soit, enfin nous en tout cas, qu'on soit à notre juste place. Hein. Et ça je pense que c'est important, c'est ça que je voulais aussi témoigner aujourd'hui, parce que nous, voilà, on a besoin de tous les gens qui ont des spécialités, nous on va être dans notre domaine, mais du coup je pense que vraiment, parce que je mesure, moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette association-là. Avant, les gens nous appelaient, le deuil, voilà, ça y est, l'enterrement était fait, tout on venait vers nous au bout d'un mois, 2 mois, quand la peine, là, quand la réalité de l'absence s'installait réellement. Aujourd'hui, c'est à peine arrivé qu'on nous appelle. Donc, d'où l'importance de s'interconnecter, parce que nous, on ne peut pas faire de l'accompagnement, là, c'est trop tôt. Mais néanmoins, on peut recueillir, on peut savoir où ils en sont, et on va pouvoir orienter. Je trouve qu'aujourd'hui, la société, voilà, les gens veulent de suite vite des réponses. Donc, il n'est pas question de, parce qu'on est dans la question de l'accompagnement du deuil, donner une réponse deuil si ce n'est pas encore le temps du deuil. Voilà. Okay. Mais on fait la filiation, on fait le temps. Bien sûr, je vous laisse réagir, puis peut-être, je te laisse réagir, Béatrice, mais après, vous nous dire un peu, vous parliez de lien avec des associations, ce serait intéressant que vous nous disiez voilà, avec quelles associations et comment. Mais bien, oui, je voulais réagir sur la question de la temporalité. C'est un ressenti aussi, je pense que parfois on veut aller vite vers des soins techniques. Le MDR a été beaucoup mis en avant et beaucoup de gens veulent faire de l'EMDR. Et dans la question du deuil, il y a on parle de troubles de deuil prolongés quand même au bout d'un an de symptômes. Donc souvent quand même, on se dit qu'il faut plus de temps pour que la personne mette en place ses ressources habituelles, ses adaptations habituelles. Là par exemple, pour prendre un exemple, j'ai reçu une maman qui a été adressée parce que donc, elle rumine, plutôt que je trouve qu'il y a une lettre de reviviscence de son enfant qui est décédé dans un règlement de compte voilà, de jeunes. Et moi, il me semble que là, tout à l'heure, la collègue de Lyon parlait aussi de ça, c'est-à-dire qu'on veut absolument aller vers des soins très techniques, c'est du psychotrauma, c'est du deuil. Je pense qu'il faut aussi rester dans une prise en charge un peu globale, de rencontrer le patient, de créer du lien, et pas tout de suite vouloir effacer des ruminations, des souvenirs, un peu aussi entendre la temporalité. Cette maman, pour moi, on n'était pas encore à la date, ça allait arriver. Elle était déjà au CRPD, et d'ailleurs elle faisait tout en même temps, c'est-à-dire que là elle voulait retourner à son enfant, elle était inhumée dans son pays d'origine, donc elle devait prendre l'avion, et donc elle devait voir son médecin généraliste 1 heure après moi, donc on s'est rencontrés juste une demi-heure, et là je me suis dit on était allé trop tôt, et on n'avait pas attendu aussi qu'il y ait certains processus de deuil soient passés, comme par exemple la date anniversaire. Ce que j'entends là, c'est que vous avez aussi un rôle d'évaluation des besoins, et que c'est peut-être difficile tout seul, chacune dans votre coin, en fait, de faire cette évaluation des besoins. Je me trompe ou okay. Je vois que tu as pris le micro. Oui, je voulais parler de la temporalité. Je pense que c'est à peu près pour tout le monde. Quand on est touché par un suicide, il y a ça a déjà été dit ce matin, tout ça, mais il y a quand même une forme d'urgence qui se crée et un besoin de réassurance. Enfin, il y a vraiment, comment dire ça, il y a vraiment tout est remis en cause en fait. Vraiment. Et donc, c'est pas forcément que d'aller trop vite, de répondre à un besoin si la personne l'a demandé, même si peut-être il faudrait y revenir plus tard. En fait, ça répond à un besoin urgent que la personne exprime à ce moment-là. Une légitimation de la demande, en fait, ouais. On pourrait dire ça? Oui, ouais. Je t'ai coupé, tu voulais peut-être ajouter quelque chose d'autre? Non, ça va. Je pense dans tout ça, c'est la définition de. J'aime beaucoup quand tu dis ça, Nadine, la question de la place et la question en fait de notre fonction. Je pense par exemple au dispositif alinéa qui intervient précocement et on se le rappelle très souvent nous, au sein de l'équipe, pas parce qu'on intervient précocement qu'on intervient urgemment. Intervenir précocement, et ça c'est quelque chose qu'on travaille vraiment entre nous. D'ailleurs j'ai une pensée pour Paul qui est un papa endeuillé depuis de nombreuses années, qui nous accompagne dans
toutes les actions qu'on fait également au grand public. Donc je me permets de le citer. Et Paul, il m'a souvent dit, il m'a souvent répété, tu sais Mélanie, le plus important, dans le premier jour où j'ai su que ma fille était décédée, c'est quand on m'a dit, ne restez pas seul, monsieur. Et moi, ça m'a beaucoup suivi. D'ailleurs, c'est une des phrases qui fait partie des paquets d'alinéa, où l'enjeu, c'est de pouvoir, très tôt, en fait, avoir, non pas une posture de soins au sens sanitaire, mais du care, comme on dit en anglais, à savoir de la notion de... Moi, j'aime bien la notion d'acteur social. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ça qu'on travaille aussi avec les premiers intervenants avec Alinéa, c'est-à-dire que les premiers intervenants nous disent, en tant que gendarme, moi j'interviens, je suis là pour enquêter, mais je me trouve prioritairement à accompagner les familles avant même d'enquêter. Moi, en tant qu'agent funéraire, eh bien, j'interviens sur les lieux, j'ai en fait un premier lieu à prendre en soin un défunt, pas accompagner les familles, mais prioritairement c'est la famille nécessairement, et qui s'occupe alors de la famille. Aussi dans une société où finalement la question aussi du tabou de la mort, du tabou du deuil, du fait qu'on ne soit pas très éduqué pour accompagner le deuil, qu'on ne soit pas très éduqué non plus pour parler de la mort, qu'on ne soit pas très éduqué aussi pour parler du suicide. Et c'est comment justement, c'est quelle fonction on prend et je crois que là où on se réunit tous, c'est dans ce souci justement de pouvoir briser un isolement qui a tendance à quand même être constitué très rapidement dans cette question du deuil après suicide. Parce que quand même la mort par suicide, et moi ça m'a beaucoup suivi, je me permets du coup, ça m'a beaucoup suivi toute la matinée où je me suis dit, mais parce que c'est souvent une remarque qu'on nous fait, on nous dit, mais vous accompagnez le deuil après suicide, mais pourquoi pas après toute mort violente? Mais parce que oui, le suicide est une mort qui est particulière dans cette dimension autoportée, dans toute cette dimension qui a animé notre matinée, à savoir que oui, c'est une mort qui est dite évitable, dans cette mort qui est stigmatisée, dans cette mort qui est absolument violente, donc étant autoportée, dite évitable, stigmatisée, qui plus est violente, eh bien, qu'est-ce que c'est que traverser un deuil, de porter un deuil, de penser la mort de son être cher dans ces conditions-là, eh bien, c'est très, très, très spécifique. Et finalement, eh bien, de penser la question du deuil, alors c'est vrai que c'est une question qui vient souvent aussi, mais est-ce qu'il faut être spécialiste pour accompagner le deuil? Eh bien, être spécialiste d'accompagner le deuil, d'accompagner la question du suicide, ben, c'est pas tant de fermer dans une spécialité ou d'enfermer dans une spécialité, mais c'est d'une part déjà d'être identifié, parce que les proches le disent, j'ai du mal, moi, enfin ils ne le disent pas comme ça, mais j'aurais eu du mal dans un premier temps à chercher, j'aurais eu du mal à trouver. Déjà, pouvoir porter une spécialité, c'est d'abord porter une identité qui puisse être repérée et repérable, ce qui est un grand défi pour les proches. Donc il y a cette dimension-là, et c'est aussi se dire que accompagner après suicide, et c'est même au-delà du deuil, parce qu'on parle également en établissement sanitaire, je pense également aux témoins fortuits, je pense également aux soignants qui peuvent découvrir justement des défunts, et ça repose quand même sur des connaissances spécifiques, des connaissances qui sont en lien avec le deuil, de qu'est-ce qui est fonctionnel dans son vécu de deuil, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui est fonctionnel dans sa réaction de stress, qu'est-ce qui ne le devient plus, et ces éléments-là. Juste peut-être sur le début de ton intervention, je pense que ça nous faisait de nouveau écho en fait à ce qu'on se disait ce matin, la rencontre, et faire présence en fait. Hein. Je pense que ce sera intéressant que vous puissiez nous raconter ce que vous faites avec les gendarmes ici. Parce qu'effectivement, c'est les premières personnes qui arrivent et ils ne sont pas vraiment étiquetés comme soignants en fait dans la société. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais tu voulais réagir aussi, il ne faut pas hésiter toutes les deux. Et je redis pour la salle, là, vous intervenez quand vous voulez, parce que nous on peut continuer à discuter entre nous là, jusqu'à ce soir. Hein, donc vous n'hésitez pas. Oui, donc je voulais rebondir sur cette notion-là aussi voilà, la temporalité, ça c'est évident, mais effectivement, je te rejoins, je suis plus complètement sur Solène, il y aura rencontre, hein, même quand les gens nous appellent tôt, il y aura obligatoirement rencontre, mais il va se passer ce qui va se passer, et le lien va être gardé, et après on ira vers, pour prendre des nouvelles, hein, ça je voulais le pointer. Et puis tu nommes aussi là, justement ce deuil particulier qui est le deuil après suicide, ça c'est certain.
Je pense qu'il faut effectivement recevoir, être des belles oreilles, écouter mais entendre surtout, et avoir cette capacité-là, et avoir quand même des formations, tous les concepts, il faut les connaître. Je pense que voilà, on peut être une grande oreille, voilà, mais quand on va faire de l'intervention, il faut ça. Et moi, je suis arrivée à 10h30 ce matin, donc je m'en excuse. Donc, je ne sais pas si on a beaucoup parlé des jeunes, mais je voudrais appuyer. Donc, nous, on accompagne des jeunes de tous âges, en tout type de deuil. Et je voudrais quand même faire un focus sur ces jeunes endeuillés suite à la mort après suicide. Dans une société où c'est pas acquis encore pour tout le monde qu'on doit dire la vérité, qu'on doit poser ce mot pour sécuriser. Ça, je pense que c'est quand même important qu'on ait ça en tête. Et ça, c'est quand même un credo dans notre association, en tout cas, d'accueillir vraiment les jeunes. Alors là aussi, il faut connaître leur développement cognitif, l'âge qu'ils ont. Mais je pense que ça va être c'est la prévention, mais c'est de la prévention plus. Là, je pense que j'ai vraiment besoin de le poser. Parce que ça me semble essentiel. Ça ne se dit pas n'importe comment. Alors on ne dit pas à la place des parents, mais accompagner les parents à dire la vérité. Et après, permettre à ces jeunes de venir dans des groupes de soutien pour qu'ils soient, aux yeux des autres, dans une même normalité d'endeuillé. Que ce soit deuil après suicide ou l'accident de voiture ou la maladie. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres Bénédicte, tu veux hésiter? Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Je pense qu'en effet, pour les enfants et les adolescents, il faut être particulièrement vigilant. Et nous, on essaye justement de pouvoir intervenir de manière assez précoce auprès des enfants pour informer les parents, essayer d'expliquer, de faire de la psychoéducation, tout ce qu'on a dit déjà, mais ce qui est hyper important et pouvoir. Là, on est vraiment dans la prévention, en effet, importante. Voilà, je rebondis parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi tout ce qui est l'accompagnement au tout départ, d'aider les personnes aussi à mettre en place quelques rituels aussi. On n'en a pas parlé beaucoup, mais tout ce qui en effet, comment la préparation des obsèques, etc., ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on peut avoir. Et je pense en établissement de santé et médico-social, enfin voilà, quand il y a un élément comme ça, c'est aussi important d'accompagner les professionnels aussi dans leur propre, justement, comment ils peuvent aussi dire au revoir à leurs défunts. Dans tout ce processus-là, en tout cas, il y a travaillé aussi auprès des équipes, et je pense qu'on travaille auprès des familles, mais même auprès des établissements, ça fait partie des messages aussi qui sont importants peut-être de passer. Il y a plein de choses aussi qu'on peut faire pour penser la mort, penser le suicide aussi en établissement. Et donc, l'importance des formations, donc en effet, il y a le CRPB qui fait des formations, on peut faire de la sensibilisation, et d'autres associations, et il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter pour ça. Parce que plus les établissements, plus les gens sont sensibilisés, plus la première rencontre du primo-intervenant qui va intervenir auprès des personnes endeuillées va être aussi de qualité, et donc être une rencontre qui va être vraiment importante pour cette personne, parce que souvent dans nos suivis on va avoir je me suis retrouvée toute seule, je ne savais pas comment m'accompagner, le pompier il était bien désolé mais il ne savait pas, et puis il avait une autre intervention après. Et donc en fait, quand ça se passe bien et qu'il y a des professionnels qui sont sensibilisés, on voit déjà que ça permet beaucoup de choses aussi par la suite. Voilà, je voulais juste parler de ça. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit un peu au début, par rapport à l'accompagnement des professionnels, tu es déjà intervenu par exemple en établissement médico-social suite à un suicide. Est-ce que c'est possible de nous dire un peu comment tu as pu aider les professionnels, quelles étaient leurs demandes, qu'est-ce que tu as vu, alors on a été sollicité notamment pour un suicide il n'y a pas très longtemps par ma feu en résidence sémoriale. Donc il y a une demande surtout pour les professionnels pour pouvoir aussi accompagner les usagers aussi. Et nous avons, il y a eu une grosse désorganisation au niveau de l'établissement, donc il y a eu vraiment déjà tout un travail de stabilisation pour la direction en fait, qui a eu besoin de se stabiliser pour pouvoir justement être en gestion et sécuriser son équipe en fait.
il y a eu cette phase-là. Ensuite, nous sommes intervenus en débriefing auprès de l'équipe, justement où il y avait des questions autour de l'accompagnement à leurs usagers, de leur propre rapport à la mort, de leur propre processus aussi de deuil, beaucoup de questionnements sur est-ce qu'il fallait être présent aux obsèques, etc. Enfin, voilà. Donc il y a eu un débriefing qui a duré 2-3 heures. Et il y a eu également des consultations individuelles pour les professionnels, puisque voilà, il y en avait beaucoup avec les antécédents aussi qui se sentaient très fragilisés. Et lors de la désorganisation était telle dans l'institution qu'on a dû faire une intervention en effet sur place. Dans les premiers temps, donc à 24-48 heures. Et par la suite, les institutionnels de la direction peuvent nous solliciter dans ces situations. Et nous conseillons aussi ensuite de faire des formations à l'évaluation, à l'orientation, l'intervention de crise. Enfin, voilà, on essaye vraiment aussi de faire prévention en gérant la crise un petit peu et puis c'est de prévoir l'après. Voilà, c'est pas toujours possible. Est-ce que vous pouvez prendre en appui ce qu'on appelle un diffusing un peu de temps après le passage à l'acte, par exemple? Donc on peut faire on parle de diffusing quand c'est dans les 24 heures pour nous, dans notre terminologie, et après on parle de débriefing. Voilà, mais oui, en effet, là on a fait un débriefing de groupe avec une quinzaine de professionnels vraiment à ce moment-là, donc c'est possible. Mais est-ce qu'il y a des plaquettes dans les établissements pour avoir un coordonné? Alors la question c'est, est-ce qu'il y a des plaquettes dans les établissements en fait? Est-ce que vous connaissez, vous dans la salle, est-ce que vous connaissez les structures qu'on vous a présentées cet après-midi là, par exemple? Qui connaissait en fait? Ouais, un petit quart ou un petit cinquième effectivement, ou un petit sixième, je sais pas trop. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà un premier effort de partage d'informations. Et est-ce que vous avez des questions sur comment vous pouvez solliciter? Là, il y a une question là-bas. Je ne sais pas si de ton côté, Cyril, tu avais identifié d'autres questions. Il y a une question là-bas au milieu. Là-bas, regarde, Cyril. Là-bas, regarde. Vas-y. Comment intervient Alinéa, notamment en débat? Merci beaucoup pour la question qui a l'air d'être parfaitement complétée. Déjà, j'évoque la mot proche, donc voilà, c'est coutume de dire que notre finalité, la finalité de notre travail, c'est en effet d'accompagner les proches endeuillés par suicide, et donc derrière proches, on pense bien sûr famille, amis, collègues de travail. Néanmoins, dans notre mission, eh bien, nous accueillons toute personne qui est affectée par le suicide. Donc cela peut nous amener à accompagner auprès d'une même situation jusqu'à 8-10 personnes à l'issue d'un décès. À ce jour, nous avons une mission qui est essentiellement de post-vention individuelle. Vous avez vu la notion de post-vention individuelle, c'est-à-dire que nous intervenons au jour d'aujourd'hui essentiellement auprès des personnes qui sont endeuillées à long terme, à court terme, également les personnes qui peuvent être affectées par l'événement et également auprès des témoins. Donc auprès de témoins, par exemple, des personnes qui ne connaissaient pas nécessairement le défunt ou sa famille, mais qui ont pu découvrir justement le défunt ou être spectateurs de la scène. Donc il y a vraiment la dimension deuil et la dimension trauma, voire les deux. Comment on peut bénéficier du dispositif Alinéa? Donc vous voyez, je vous parlais de cette dimension de la veille psychosociale, donc là où nous allons au contact, nous allons vers les proches, et donc là c'est un dispositif, un protocole qui est juridiquement encadré, et qui fait en fait l'objet d'une convention qui est signée du procureur de la République et du parquet, et de la préfecture pour avoir le droit d'aller au contact des proches et de leur proposer de l'aide. Ça c'est pour le volet proactif. Ensuite, il y a l'autre volet qui est le volet accompagnement et qui, somme toute, est classique, à savoir que les personnes, qu'elles soient endeuillées depuis
quelques semaines ou des années. Je vais même vous citer la situation la plus éloignée qu'on ait pu faire, c'est un décès qui était survenu en 1987. Et donc la personne, on l'a accompagnée, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas d'exigence de rythme. Voilà comment nous fonctionnons. La condition, c'est que le décès soit survenu sur le territoire sur lequel nous intervenons ou que les personnes soient domiciliées sur le territoire sur lequel nous intervenons. Ça me donne la possibilité de vous annoncer une jolie nouvelle qui nous concerne, puisque donc à ce jour, nous sommes sur l'ouest du département des Côtes-d'Armor, mais nous aurons le plaisir d'inaugurer l'intégralité des Côtes-d'Armor en septembre 2026. Ok. Et pas la Bretagne pour l'instant. Pas la Bretagne pour l'instant, hein. Pas à pas. On étudie les besoins et les possibilités. Donc on voit bien là, que cette cartographie des ressources est importante. Bérénice, tu parlais que c'était un de vos boulots aussi, c'était d'essayer d'identifier toutes les ressources qui existaient. Et comment vous partagez ces ressources, en fait, parce qu'on voit bien que c'est une question centrale, en fait, de pouvoir partager ces ressources avec les personnes qui en ont besoin, notamment dans les établissements de santé. C'est quoi vos actions un peu vers ça? Comment vous communiquez avec les établissements sur les services que vous offrez, ce qui est vrai pour les cultes aussi? Depuis l'ouverture du CRTB, on a été un peu vers aussi donc, se présenter aux différents établissements. On avait fait une visio d'ouverture, on va dire. Donc on essaye de développer nos missions comme ça. On est présent aussi sur le réseau professionnel LinkedIn pour décrire nos actions, mettre nos formations par ce biais-là. Il y a un projet éventuellement sur 2026-2027 de créer un site internet, un peu comme l'est, si vous cherchez, il y a aussi le CN2R, le Centre National de Ressources et de Résilience, cn2r.fr, qui cartographie tous les CRP de France. Et donc, vous pouvez avoir du coup les numéros de téléphone si vous rencontrez des personnes qui vont déménager, vous avez besoin de relayer, ça peut aussi être sur ce site. Et on a un Padlet aussi où on annonce nos actions. Padlet Un Padlet, c'est un site internet où vous pouvez mettre en fait, différents outils avec des colonnes, je crois, par thème, des choses comme ça. On propose notamment, là depuis quelques temps sur Rennes, des temps qui peuvent se faire en visio si vous avez des situations complexes sans vouloir vous adresser complètement le patient en consultation avec nous, mais vous voulez nous parler d'une situation qui nous met en difficulté. Une fois par mois, on a des créneaux de 3/4 d'heure où vous pouvez nous parler de votre situation clinique. Donc on ne va pas partager avec, c'est vraiment réservé à une situation clinique, donc avec le secret professionnel. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert à cette équipe qui souhaite parler d'une situation où ils ont l'impression d'un peu d'arriver à bout, qui ont besoin d'autres pistes de soins. Donc on peut aussi ouvrir ça. Et donc tout ça c'est sur notre Padlet et sur notre site. Pour l'instant c'est LinkedIn si vous voulez trouver toutes ces informations. Ou nous écrire à notre adresse professionnelle que je peux donner par la suite. S'il y a des personnes qui veulent venir me voir après la table ronde, je peux vous donner les ressources. Il y a une question là-bas. Mais... Je suis actuellement dans une structure pour personnes en situation de handicap. Et en fait, on a vécu un deuil il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on a été un petit peu en difficulté en tant que soignants et tout corps de métier confondu pour amener le deuil en fait auprès de nos personnes en situation de handicap afin qu'ils comprennent la situation, afin de leur expliquer les choses. Donc, on voulait savoir en fait si vous, est-ce que vous avez des possibilités d'intervention dans ce type de structure pour peut-être nous aider, nous qui ne sommes pas complètement formés par rapport au deuil, afin d'expliquer aux résidents et qu'ils comprennent mieux les situations ou pas du tout. Qui veut... Est-ce que dans vos structures... Nous, c'est vraiment, on intervient sur appel via le 15 en fait. Donc c'est très spécifique, c'est vraiment une situation, donc ça va pas forcément, ça peut être nous, mais ça peut ne pas être nous. En fait, ça dépend des situations, des circonstances. Il faut savoir, quand même, je précise ça, au 15, dans le 35, il y a des infirmiers psy qui sont postés au SAMU, qui sont en lien avec nous. Et quand il y a des idées suicidaires, par exemple, en tout cas, ils sont vraiment formés, parce que c'est des idées psy, des infirmiers psy, donc il ne faut pas hésiter aussi à demander au SAMU à passer un régulateur IDE.
Et s'il estime que ça peut être aussi pour nous, parce que la situation voilà, où il a besoin d'un conseil, il pourra aussi vous donner nos coordonnées, ou bien inversement, juste nous, on vous rappellera directement. En fait. Donc ça peut être ça. Mais je pense que c'est plutôt pour les associations, ce type de situation, je pense. Vous n'intervenez pas pour ce genre de choses, faciliter la prise de parole avec les personnes concernées qui... Alors les personnes concernées, non, c'est vraiment si le décès a eu lieu dans l'institution, devant témoin, dans certaines circonstances. C'est vraiment particulier pour moi. L'urgence. Voilà. Vraiment sur l'urgence. C'est l'urgence. Oui. Ok, donc j'ai pas compris de quel secteur vous étiez, mais ouais, en tout cas... Vous êtes de quel département? 35, non, il n'y a pas de souci. 35, ok. Mais en tout cas, nous, voilà, dans l'association, en tout cas, on intervient à la demande de tout organisme et on a actuellement 2 groupes de soutien dans des foyers de vie de personnes avec des handicaps. Alors on s'adapte, on va... Mais en tout cas, donc en amont, on travaille avec les psychologues, évidemment, du lieu, avec les professionnels de la structure. Et c'est quand même très intéressant parce que du coup, nous on va être dans le deuil avec nos mots, on va aller au plus proche de leurs mots, et puis voilà. Et du coup, c'est vraiment ce partenariat est quand même très important. En tout cas, voilà. Donc nous, on a des groupes, donc surtout sur sur tout le Morbihan, on va dans les terres, on est à Pleurmel, on est à Pontivy, et tout le secteur de Redon, comme je disais à Corentin l'autre jour. Après, pour des interventions ponctuelles, si c'est 1 ou 2 rencontres, on se déplace, on peut aller ailleurs. Mais on ne va pas instaurer, par exemple, à Rennes, en plus il y a d'autres associations qui vont son deuil et tout ça, mais on peut aller sur des interventions spécifiques comme ça à la demande. Et nous, pour nous trouver, du coup, donc on a une plaquette, donc je pourrais en déposer là, tout à l'heure sur le comptoir quand vous partez. On a un site internet, donc vous avez dessus toutes nos propositions de formation et tout. Vous pouvez nous demander la newsletter, donc ça vous envoie tous les mois, vous désabonnez dès que vous voulez vous désabonner. Et puis on travaille beaucoup aussi avec les LDU, les maisons des usagers, on a nos groupes qui ont lieu souvent dans des... On essaye d'avoir des lieux qui nous soient prêtés pour faire nos groupes, puisque on est une association de bénévoles. Donc on travaille beaucoup avec les CPTS, donc du coup avec les professionnels, du coup on essaie vraiment d'aller au plus proche des réseaux, il y en a plein qu'on ne connaît pas, on va être réaliste, mais dès qu'on peut connaître, on va vers. On a des permanences dans les hôpitaux, Donc vous pouvez faire le lien avec d'autres associations au-delà de votre territoire aussi, c'est ça que tu partages avec moi en fait. Oui, complètement. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer après l'intervention de la journée, qu'on fasse une diapo pour chacune de vos structures et qu'on puisse diffuser les moyens d'être en lien avec vous, qu'on partagera aussi à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou d'autres questions dans la salle? Je vais vous poser une question un peu collective, puis donner le micro à Véronique après, juste après. Est-ce que vous avez l'impression que les professionnels de santé, les médecins, sont suffisamment ouverts à l'expression des émotions liées au deuil dans le travail clinique, thérapeutique, de consultation? C'est une question qui, je pense, va vous permettre de laisser s'exprimer certaines résonances ou certaines idées que vous n'avez peut-être pas pu développer jusque-là. Ils réfléchissent un petit peu avant de répondre. On peut grouper les questions si vous voulez aussi. Non, c'est bien. Je suis là. Ouais. Vas-y. Mais en tout cas, nous, dans l'association, on a de plus en plus de médecins qui viennent se former, qui viennent... ils se posent des questions, en fait, par rapport à tout ça. Est-ce que je vais raviver ce que je vais... Et puis, il y a la notion de temporalité. Il faut qu'ils aient le temps, en fait. Moi, c'est ça. Je pense qu'il y a cette question-là. En tout cas, nous, ce qu'on peut voir dans notre secteur, en tout cas, c'est qu'on a de plus en plus de médecins qui viennent vers nous poser des questions. Donc, ça, je trouve que c'est déjà intéressant. Oui, nous, de notre point de vue, moi, personnellement, je mesure la complexité que ça peut être pour un médecin généraliste, médecin traitant, de recevoir justement un proche récemment endeuillé. Parce que comme on disait, la notion d'avoir des connaissances tout de même sur comment recevoir justement cette détresse, de pouvoir justement avoir certains mots. Je reviens sur la notion de raptus qui a été évoquée tout à l'heure. Souvent les proches viennent vers moi en me disant « moi mon médecin m'a dit que c'était un raptus ». Et derrière cela, moi
j'entends toute la complexité que ça a dû être pour ce médecin justement, et bien de réagir à l'intensité de la culpabilité, à l'intensité du choc, à l'intensité de la sidération, à l'intensité de l'incompréhension, à l'intensité du questionnement, et d'avoir en peu de temps, et bien de trouver le mot qui puisse venir tenter de consoler, tenter de limiter. Donc je mesure toute la complexité que cela doit être pour les médecins traitants, et d'ailleurs nous au niveau de notre dispositif, eh bien, ce sont les principaux partenaires, c'est-à-dire que nous avons là pour projet de pouvoir augmenter la fréquence du partenariat avec les médecins. Ça a été d'ailleurs les premiers à qui nous avons adressé systématiquement à l'ensemble des médecins généralistes de notre secteur, justement, eh bien, la ressource Alinéa, et là nous avons justement à cœur de pouvoir systématiquement, à condition bien sûr que les proches le veuillent bien, eh bien leur écrire pour leur dire que nous sommes présents, nous accompagnons justement leurs patients, et il y a vraiment à se soutenir, je pense, mutuellement, c'est-à-dire que il y a la question, en effet, des associations, il y a la question des services qui sont spécialisés sur la question du deuil, sur la question du psychotrauma. Mais c'est vrai que ce qui est quand même très complexe dans tout ce que l'on se dit là, c'est que, avant toute chose, eh bien, nous faisons face en fait à un événement de vie. Un événement de vie qui est le décès tragique d'une personne, et cela emporte, eh bien, justement, eh bien, dans une émotion d'une grande intensité, d'une grande durée justement, eh bien, des proches qui font face à un événement de vie, dans la vie, avant même de parler de complications, avant même de parler de particularités. Donc la question en fait qui se pose de mon point de vue, c'est comment chacun d'entre nous, de là où nous sommes à un moment clé de la trajectoire de vie d'une personne, on peut être un acteur social, un acteur impliqué, qui puisse se faire relais. Et puis je pense que nous avons en tout cas à cœur de pouvoir équiper nos partenaires, entre autres aussi les médecins généralistes. Moi, je vais avoir une question très pragmatique. Quand on va dans une commune et qu'on a envie d'aller de faire partie d'une association sportive, on arrive et puis on a une liste avec toutes les associations. Et je me rends compte là qu'il y a des associations que je ne connaissais pas en dehors de la CUP. Et je trouve dommage quand on est dans un département ou n'importe où, est-ce qu'il existe une feuille avec toutes les associations, partout où on peut s'adresser. C'est pas pour nous, c'est pour des proches, pour des patients. Enfin, nous, on a des 31-14, on a des petites cartes à l'hôpital, mais ce qu'on a, voilà. Si on peut avoir, vous existez, mais on ne sait pas où vous existez, on ne sait pas où vous êtes, enfin, on n'a pas d'informations. Ça va changer. Je regarde Bérénice, c'est la cartographie, mais c'est un enjeu important, hein, vous soulignez, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que Nadine a souligné le fait qu'elle travaillait avec les maisons des usagers. Alors je ne sais pas si dans vos établissements il y a des maisons des usagers. Je ne sais pas dans quel établissement vous êtes en fait. Ah, c'est à Sud-Brest, donc je ne suis pas sur quelle maison des usagers au Sud-Brest. Si, d'accord, super. Ah si, c'est Cyril qui a dit si. Voilà. Et donc effectivement, toutes ces associations, vous devriez pouvoir les identifier via votre maison des usagers. Je pense que c'est une première chose. Sur Internet, vous tapez deuil. Ouais. Excusez-moi, oui. Je suis d'accord, nous, par exemple, sur Vannes, on se bat pour qu'on soit une association comme une autre. Accompagnement du deuil, voilà. Mais c'est un combat. Je pense qu'il faut. Et on se bat aussi contre le tabou sociétal de la mort et du deuil, parce que la culture, le sport et voilà, tout ça c'est intéressant, de mettre le deuil. Mais voilà, mais en tout cas on essaie. Mais ouais. Et le centre régional, en fait, il est récent. Oui, alors nous on n'est pas une association, on est un centre de soins qui est relié donc pour Rennes, c'est relié au centre hospitalier Guillaume Régnier, et puis pour Brest au CHU de Brest. Donc normalement notre centre apparaît sur la page d'accueil de l'hôpital Guillaume Régnier, je sais moins pour Brest, mais c'est un centre de soins, donc on essaye effectivement d'être visibilisé, comme je vous disais, par différents moyens maintenant, via un peu les réseaux sociaux ou par nos actions. Et donc on est récent, c'est un des derniers CRP qui a été mis en place, donc on existe depuis à peu près printemps 2023, quoi, à peu près. Voilà.
tout jeune, quoi. Et les CUP, il y en a une dans chaque département. Et tu l'as dit plusieurs fois, il faut passer par la régulation pour avoir accès à vous. Mais il ne faut pas hésiter à passer par la régulation, on est bien d'accord. On est d'accord. On se fera pas envoyer bouler, quoi, si on appelle le 15. Non, je fais référence à une discussion que j'ai suivie avec les personnes avec qui j'ai mangé, en fait. Hein. Vas-y. Je pense que c'est toujours pareil, on arrive à la régulation du 15, ils ont beaucoup de situations et donc en effet, demander une CUP si c'est l'arme qui est déjà sur une situation, etc. Et bien voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais normalement il y a en effet un médiapsy qui pourra orienter vers nous. Voilà. Sinon, on a un numéro, mais c'est vrai que c'est donné aux institutions, pas aux personnes, enfin, pas en individuel, ou voilà, puisque on ne peut juste pas absorber toutes les demandes extérieures, mais voilà, via le 15, normalement, il y a cette possibilité. Ou sinon par l'hôpital, le CHGR aussi, donc le centre hospitalier Guillaume Régnier, qui saura aussi nous trouver aussi dans l'annuaire pour rediriger vers nous. En tous les cas, même si la demande n'est pas finalement pour nous, on va répondre à cette demande, même si on dit non, c'est pas un non catégorique, c'est non, mais on va aider la personne à penser ce qui se passe, etc. On va pas laisser voilà, juste un non comme ça, et puis c'est pas pour nous, voilà, c'est pas notre fonctionnement. Voilà comment ça peut se passer. Donc, on est d'accord, c'est une posture que vous avez toutes sur le fait que si vous évaluez la demande, et si la demande ne correspond pas à votre périmètre d'action, en fait, vous essayez de trouver la solution qui correspond à votre périmètre d'action, on est d'accord avec ça? Donc il ne faut pas hésiter en fait. Hein. Juste 2 points. Dans le Morbihan aussi, on a quand même pas mal d'informations avec la CAF. Hein, la CAF, sur le site de la CAF, il y a vraiment beaucoup d'associations dont il apparaît. Hein, la santé, voilà. Il y a aussi les UDAF, hein, les unions départementales des associations familiales. Tous ces sites-là peuvent être intéressants à aller voir. Donc, allez voir si vous êtes dessus déjà. Ça peut être intéressant. Très bien. Est-ce que vous aviez toutes les 5 quelque chose à ajouter avant qu'on close cette table ronde? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu partager ce que vous vouliez partager? Ouais, Solène. En fait, ça sort peut-être un peu du cadre de la présentation des dispositifs, mais ça me tenait un peu à cœur quand même d'en parler. En fait, j'avais envie vraiment de vous partager l'intérêt d'avoir une intervention et une prise en charge rapide, ou en tout cas d'avoir en tout cas, je me place de là où j'étais il y a 5 ans, d'avoir eu la possibilité juste d'avoir l'information qu'il y avait une ressource possible. Parce que, en fait, il se trouve que il y a une étude, donc Mélanie, j'ai fait vérifier ce matin avec vous hier soir si j'étais dans le vrai ou pas. Il y a une étude qui a montré que les gens attendent 4 ans environ pour demander de l'aide. Et moi, ça en fait 5 que j'ai demandé de l'aide aujourd'hui. Et en fait, déjà à 2 ans et demi, après le deuil, 2 ans et demi après, j'ai changé de travail, j'ai déménagé, je suis partie en voyage avec mes enfants, j'ai refait une vie sociale, quand je me suis fait plein de nouveaux amis, j'ai repris le sport, et en fait, quand j'ai eu cette information de cette attente-là, ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, mon Dieu, tant de temps dans tellement de douleur. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai eu cette chance d'avoir l'information tout de suite. En plus, c'était juste en train de se mettre en place à ce moment-là. Je suis vraiment la première bénéficiaire d'Alinéa. Mais si vous avez l'opportunité, voilà, maintenant vous avez quand même quelques pistes. Si vous sentez que la personne elle est vraiment démunie, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Même si voilà, il y a des délais d'intervention, etc., mais de ne pas la laisser sans solution, quoi.
enfin, de ne pas laisser les proches sans solution, parce que je pense que ça a un vrai... Alors, on va reparler de contagion suicidaire. Pardon. Je pense que ça a un vrai impact sur le risque de contagion suicidaire qui visiblement, ce terme, moi je découvre qui pose problème, et pourtant je le trouve très juste. Je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi, mais voilà, j'avais très à cœur de vous redire ça. Un grand merci. C'était spontané, c'est pas préparé, mais ça conclut très bien la table ronde. Donc un grand merci. Je pense qu'on peut applaudir les 5 personnes qui étaient